Mais M. Tshisekedi, à partir de chez lui, à la 10e rue, était capable de lancer un message et dire demain, tout celui qui a pris un bien de l'État, qu'il vienne le remettre. Et on a vu comment les frères à Mobutu, les Ngwandi, avaient peur de ce monsieur qui n'avait pas tout le contrôle du pouvoir. Mais comment ça fait-il que lui déteste maintenant, accède au pouvoir? Il a tous les instruments de puissance entre ses mains. Mais nous sommes incapables d'assurer ne serait-ce que la circulation routière. Nous sommes incapables juste de mettre la propriété sur la voie publique, juste tirer les caniveaux. Il ne m'avait pas répondu. Il ne m'avait pas répondu. Alors, que voulez-vous que l'on fasse? Tout simplement, nous allons constater avec le peuple que le monsieur a lamentablement échoué et qu'aux prochaines élections, il soit mis hors d'état de nuire. De chez lui à la 10e rue était capable de lancer un message et dire demain, tout celui qui a pris un bien de l'État, qu'il vienne le remettre. Et on a vu comment les frères à Mobutu, les Ngwandi, avaient peur de ce monsieur qui n'avait pas tout le contrôle du pouvoir. Mais comment ça fait-il que lui déteste maintenant, accède au pouvoir? Il a tous les instruments de puissance entre ses mains. Mais nous sommes incapables d'assurer ne serait-ce que la circulation routière. Nous sommes incapables juste de mettre la propriété sur la voie publique, juste tirer les caniveaux. Il ne m'avait pas répondu. Il ne m'avait pas répondu. Alors, que voulez-vous que l'on fasse? Tout simplement, nous allons constater avec le peuple que le monsieur a lamentablement échoué et qu'aux prochaines élections, il soit mis hors d'état de nuire. Je suis un ancien opposant. Nous avons eu à dénoncer de manière aussi claire la gestion de ces pays par le régime Mobutu, par le régime Kabila. Et c'est pas pour rien qu'on les faisait. C'est parce que, en principe, nous avons estimé que tous ces régimes étaient des régimes de prédation. Ces régimes concentraient tous les efforts du peuple, tout ce qu'il y avait comme richesse entre les mains d'un petit groupe d'individus. À travers, vous vous en doutez, le budget que nous sommes en train de voter. Il ne suffit que de voir ce budget, vous allez comprendre que c'est ça la réalité. Et ce budget démontre clairement que le peuple est laissé pour compte. Je vais vous donner des exemples, monsieur le Premier ministre. Quand vous ouvrez le document 1, qui est en fait le squelette du budget, à la page 46, 47, vous allez voir que pour les équipements militaires, on y a alloué 2 milliards de francs congolais. Ce qui fait l'équivalent d'1 million de dollars dans un pays à guerre. Mais il vous souviendra que dans le même hémicycle, lorsque vous présentiez votre programme d'action, dans le cadre du budget, dans le cadre, dirais-je, cadre budgétaire à moyen terme, vous avez ici expliqué de manière claire
quelles étaient les priorités de votre gouvernement. Si j'ai bonne mémoire, c'était 16 piliers dans lesquels la pacification de l'Est du pays, le social et l'enseignement étaient des priorités des priorités. Aujourd'hui, ce mandat ne peut réussir que si la gratuité de l'enseignement réussit et que si l'Est du pays est pacifié. Mais comment pouvons-nous arriver à ces résultats? Comment pouvons-nous arriver à ces résultats si on a un budget qui ne reflète pas en fait la vision que vous nous avez présentée ici? Un budget c'est quoi en fait? Un budget c'est une vision exprimée en chiffres, en termes de recettes et de dépenses. Le budget reflète la vision qu'a le gouvernant. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous nous sommes entretenus. Honorable Président, vous me demandez de m'adresser à vous, mais ce n'est pas vous qui avez présenté le budget, je m'excuse. C'est comme ça que j'essaie un peu de parler au Premier ministre. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous avions discuté, vous vous souvenez, longuement sur la réduction des trains de vie des institutions. Mais aujourd'hui, ce budget, je l'ai bien scruté, Honorable Président et chers collègues. L'article 37 de la loi sur les finances publiques établit 16, je dis bien 9 titres comme squelette d'un budget. Il s'agit bien de la dette publique en capital, intérêt sur la dette publique, dépenses du personnel, biens et matériels, dépenses de prestations, là où nous trouvons les FCR, le Fonds secret de recherche, FC, voyages, tickets et autres, transferts et subventions, dépenses d'équipement, dépenses de réhabilitation, construction, addition d'ouvrages, neufs, prêts et avances. Ce qui me réjouit, c'est que dans le pré-avance, vous n'avez rien marqué parce que nous avons, quand j'ai posé la question, il y a les FPI et les autres services de l'État qui font déjà ce travail. Mais regardez comment vous avez réparti cet argent, Monsieur le Premier ministre. Poursuivez. Vous avez alloué au point 4, biens et matériels, ce qui inclut le frais de fonctionnement des institutions. Au point 5, dépenses et prestations, je parle bien de l'article 37 de la loi sur les finances publiques, fonds secret de recherche, FCIR, tickets de voyage et autres, près de 900 milliards de francs congolais. Et ça alourdit le budget de fonctionnement des institutions. Il y a aussi, dans les transferts de subventions, les interventions, les prestations sociales, Monsieur le Premier ministre, vous y avez alloué 2000 milliards de francs congolais. C'est inacceptable. Monsieur le Premier ministre, notre pays est en guerre. Je vais nous poser la question, nous tous qui sommes ici, qui d'entre nous ici peut accepter que son enfant qui vient de terminer soit l'université, soit les humanités, aille à Kamina faire la formation militaire pour défendre le pays. Personne n'enverra son enfant, justement parce que nos militaires ne sont pas bien payés. Et nous tous ici, nous allons dire que c'est gâcher l'avenir d'un enfant, l'envoyer faire l'armée. C'est inexplicable pour un pays en guerre. Ici, je me rappelle que lorsque le Japon frappa les États-Unis à Pearl-Harbor, les Américains furent mobilisés. Chaque dignitaire du régime à l'époque envoyait un enfant faire les services militaires. Les ministres, les députés et autres. Et voir les enfants qui étaient refusés dans les services militaires, beaucoup se pendaient parce qu'ils estimaient qu'ils étaient humiliés, le fait qu'ils n'étaient pas acceptés dans les forces armées pour aller défendre leur pays. Et chez nous, nous-mêmes hommes politiques, nous ne savons pas envoyer nos enfants faire l'armée pour protéger notre pouvoir. C'est très grave parce que notre budget pose déjà problème. Je ne veux pas aller dans des...
Je vais rester dans les chiffres, monsieur le Premier ministre. Je vous fais une proposition. En fait, certainement, nous allons, je vais revenir à l'ECOFIN. Mais accordez-moi une minute seulement, je vais aller dans les chiffres que le budget nous a donnés. Monsieur le Président. Vous que dans un pays où on produit du ciment, où nous produisons des barres de fer, où on a un taux de chômage très élevé, qu'on puisse nous ramener des cartons. Et c'est ces cartons qu'on va nous construire des écoles. Ces cartons qui ont déjà résorbé des chômages, je ne sais où, qu'on amène ici pour nous construire des écoles, alors que nos usines qui produisent du ciment font face à une concurrence des usines angolaises qui renvoient des ciments ici à moindre coût, alors que des projets comme ça devaient booster nos usines qui produisent du ciment ici. Alors comment on peut comprendre que dans un pays où on produit du ciment, on produit des barres de fer, on a une jeunesse capable de travailler, mais on nous importe des cartons pour construire des écoles? À quelle hauteur? À 125 millions de dollars. Et ce qui est choquant, c'est que ce contrat a été signé de gré à gré. Comment on peut signer un contrat de gré à gré à hauteur de 125 millions de dollars? Parlons-en maintenant, parce que je parle en connaissance de cause. Je construis une école. Vous avez vu les salles de classe que moi je construis. La dimension est de 64 mètres carrés. Celle que nous venons de visiter, c'est 45 mètres carrés. Et pour 6 salles de classe, le coût est de 420 000 dollars américains. C'est inacceptable, c'est même incompréhensible. Alors que, en moyenne, parce que quand j'ai fait des calculs, 6 salles de classe avec quelques blocs de WC ne peuvent pas dépasser 170 000 dollars américains. Imaginez-vous combien l'État congolais perd dans ces projets. J'ai fait des calculs, d'ailleurs, que j'ai demandé, parce que j'ai demandé expressement au bureau de contrôle, qui en principe, avant qu'un contrat en matière de construction ne soit signé par le gouvernement, c'est ce bureau qui doit donner les quitus. Mais je dois vous dire que ces contrats, dans ces contrats, les bureaux techniques de contrôle n'ont jamais été intéressés. Ils ont été surpris comme tout le monde. Mais le gouvernement qui est au fait l'outil politique de la République, comment a-t-il signé ces contrats sans le conseil du bureau technique de contrôle qui est un instrument technique du gouvernement? Ça ne se conçoit pas. Alors, faites des calculs, 420 000 dollars, moins 170 000, et le reste c'est combien? C'est-à-dire, nous allons perdre dans ces projets, le gouvernement congolais, l'État congolais va perdre dans ces projets plus de 80 millions de dollars américains. Nous sommes quel pays au monde où chaque projet qu'on va mener, c'est 2 millions de dollars qui sont perdus? Et c'est quel degré d'irresponsabilité où ceux-là même qui doivent engager leur signature au nom de la République sont toujours prêts à voler des millions au détriment du peuple congolais. Je crois que cette affaire est grave. Parce que dans un dossier, on vous dit qu'il y a détournement de plus de 80 millions de dollars. Dans un pays comme le nôtre, on manque tout. C'est extrêmement grave. Mais la justice qui m'entend en ce moment ne doit pas attendre que le Parlement fasse quoi que ce soit. C'est quand même 80 millions de dollars américains. Moi, je ne parle pas comme les communs des mortels. Quand je parle, ça dit que je suis sûr de ce que j'ai dit. J'ai tous les dossiers, les contrats, tous les annexes et même l'avis que m'a produit le bureau technique de contrôle. Et c'est pour vous dire que j'ai la ferme conviction que ce dossier a été vraiment une véritable escroquerie, qu'on a escroqué l'État congolais. Et d'abord, ça saute aux yeux. Comment on peut expliquer ça? Dans un pays, on produit du ciment, on produit des barres de fer, mais on nous amène des trucs comme ça. Ça veut dire qu'il y a eu une idée derrière ce projet d'escroquer l'État congolais. L'entrepreneur peut-il nous dire que le contrat qui lui demandait de préfinancer les travaux, il ne l'a pas fait, mais c'est l'État congolais qui lui donne beaucoup d'argent et qui déséquilibre le taux de décaissement et le taux d'exécution des travaux. Mais comment on peut expliquer ça si ce n'est qu'un détournement? Quand on parle de ces 6 écoles, vous avez vu la lenteur avec laquelle les travaux sont en train d'être exécutés. Ce n'est pas normal. À ce jour, l'entreprise devait déjà livrer au prix de 420 000 dollars pour 6 salles de classe, il devait déjà livrer 31 écoles. Mais ils ne sont qu'à 6. J'ai compris cette magouille après avoir construit une école. En réalité, 6 salles de classe, avec WC et tout,
ne peuvent pas dépasser 120 000 $. Si seulement on prend la main d'œuvre locale, on achète du ciment ici, des barres de fer ici, ça ne peut pas dépasser 120 000 $. Bon, on concède encore parce que ce sont des entreprises, ils payent des taxes et autres, mais ils ne peuvent pas aller au-delà de 150 000. Donc, c'est par expérience que je me suis rendu compte qu'il y a une magouille terrible. Et vous savez qui ont signé ces contrats? C'est l'ancien ministre des infrastructures, M. Ngopos. C'est l'ancien ministre des Finances, M. Sele Lagouli. Comment on peut faire des choses pareilles dans un pays où on doit résorber le chômage, dans un pays où nos entreprises qui fournissent des ciments sont asphyxiées par la concurrence des entreprises angolaises parce qu'ils ne sont pas financés. Mais lorsqu'on a des projets publics, c'est l'occasion de booster ces entreprises qui produisent du ciment. Parce qu'on ne peut construire des trucs pareils que dans des pays où on ne produit pas du ciment, dans des pays où ils n'ont pas du sable ou carrément dans des pays où ils n'ont pas la main d'œuvre. Ici est de noter que ce contrat a été signé de gré à gré entre le gouvernement Ilunkamba et l'entreprise Zeidecor SA pour un montant global de 125 millions de dollars américains, soit une moyenne de 420 000 $ américains par école et pour une durée de 24 mois.